Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Madame l'eurodéputée, Madame Patricia Lalonde. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et nous tenons à vous remercier de votre disponibilité au nom de l'équipage de cette émission au sein de Radio Pluriel Lyon. Il faut bien préciser que Madame Patricia Lalonde est députée européenne, Modem UDI, membre de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, secrétaire générale de l'ONG MIWA et chercheuse à l'EPSE gérée par notre ami Monsieur Emmanuel Dupuis. Ma première question, si vous le permettez, madame, ça concerne l'actualité brûlante qui a fait un rebondissement, l'actualité concernant l'affaire du journaliste saoudien Khashoggi qui a pris une autre tournure avec le dernier rapport de la CIA qui a mis en cause le prince héritier. Que cela représente pour vous? Eh bien, écoutez, c'est un vrai feuilleton, si je puis dire. Et là, nous assistons à un conflit, si je puis dire, entre la CIA et Donald Trump, puisque la CIA vient de déclarer officiellement qu'il pensait, qu'il était même sûr que Monsieur Ben Salman était à la manœuvre dans l'effroyable assassinat de Monsieur Khashoggi, alors que le même Donald Trump essaye de préserver l'Arabie Saoudite, enfin en tout cas son Ben Salman, pour des raisons de stabilité en Arabie Saoudite et parce qu'il pense que Ben Salman est le réformateur qu'il faut au pays. Donc, je pense que c'est un rebondissement. Je crois que tout ça est venu d'après les déclarations de Monsieur Alexander Downer, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères australien. Et qui a récemment, je crois que c'était il y a une semaine ou 2 semaines, écrit dans la Financial Review, il a expliqué que M. Khashoggi, finalement, n'était pas quelqu'un de si formidable, enfin, à son sens à lui, et qu'il était un agent du renseignement, un sympathisant des frères musulmans, et qu'il travaillait, soi-disant, tout ça, ce sont les dires de M. Downer, pour un changement de régime en Arabie Saoudite. D'accord. Et qu'il travaillait également pour la création d'un centre pour promouvoir l'idéologie de ces mêmes frères musulmans en Turquie. Voilà, et tout ça avec de l'argent qatari. Oula. Donc voilà, donc tout ça évidemment nous mène à si je puis dire, s'il y a eu vraiment une volonté de régime change, de changer de régime en Arabie Saoudite par Monsieur Khashoggi, on comprend un petit peu ce qui s'est passé. Il semblerait que les Saoudiens ayant vent des plans de M. Khashoggi lui ont demandé de rentrer en Arabie Saoudite, lui ont même promis je ne sais combien de millions de dollars, 8 millions de dollars je crois, pour revenir au pays et pour se calmer, entre guillemets. Celui-ci aurait refusé, bon, et la suite on la connaît. Il y aurait soi-disant le frère de Ben Salman, Khaled Ben Salman, qui aurait téléphoné au prince Ben Salman pour lui expliquer la situation et l'autre lui aurait donné l'ordre d'en finir avec Monsieur Khashoggi. Voilà, pour l'instant, ce sont les derniers rebondissements et la CIA appuie évidemment cette thèse-là, si je puis dire. Et la CIA veut absolument faire condamner Ben Salman. Cela dit, Ben Salman n'est pas, et était évidemment au courant. Alors après, dans les détails de comment ce pauvre monsieur Khashoggi a été tué, dans les détails de l'opération, ça reste très compliqué. Et ce qui est important de souligner, c'est le rôle de la Turquie là-dedans, parce que c'est vrai que les Turcs, tout de suite,
dès qu'ils ont été vendre l'affaire au consulat, enfin de l'assassinat de M. Rachoudi au consulat, ils ont fait un retentissement mondial, ils ont donné un retentissement mondial tout de suite à cette affaire en faisant des révélations tous les jours. Et donc tout ceci est très c'est un tournant incroyable, mais qui est très politique, je pense. Ben écoutez, il me reste deux points à éclaircir, si vous le permettez, sur ce dossier. Le premier concernant, bien sûr, le Parlement européen, et qui a pris position. Par contre, au sein de l'Europe, il n'y a pas un suivi étatique, je parle, mis à part l'Allemagne. Que cela signifie par rapport à vous, autant que parlementaire, aussi française? De suivi, vous voulez dire par rapport aux ventes d'armes? Oui, bien sûr, toutes les conséquences qui se découlent derrière cette affaire, bien entendu. Je ne parle pas écoutez, que du Parlement. Le Parlement européen a passé 2 résolutions, une l'année dernière et une cette année, récemment le 29 octobre dernier, où on a vraiment tout de suite condamné, il a été très rapide, tout de suite condamné ce crime, si je puis dire, et on demandait l'embargo sur les armes, l'embargo au niveau des États européens sur les armes l'Arabie Saoudite. Cette résolution a été votée. Bon, c'est vrai que les Espagnols avaient été les premiers à dire qu'ils voulaient faire un embargo sur les armes, et puis finalement ils sont revenus sur leur décision. Bon, les Allemands ont été beaucoup plus fermes. Ils sont quand même le 3e exportateur, je crois, d'armes. En Arabie Saoudite, ils ont tout de suite arrêté, je pense. Bon, et la France, nous, on est dans un je dirais, on prend pas position. Voilà, on prend pas position parce que c'est important de vendre des armes à l'Arabie Saoudite pour nous, et donc on essaye d'expliquer que ces armes qu'on vend en Arabie Saoudite ne vont pas, ne participent pas, je dirais, aux crimes de guerre qu'il y a actuellement au Yémen, et donc on essaye de s'en sortir comme ça pour le moment. Monsieur Trump, par rapport à cette affaire, paraît-il qu'il s'est trop engagé à soutenir le prince héritier. Et avec cette dernière révélation de la CIA, montre comme quoi l'affaire va être plus compliquée d'ici peu avec l'arrivée des nouveaux membres du Congrès américain. Et comment vous voyez-vous l'avenir de ces sorties, et surtout donc Twitter de M. Trump, par rapport à son avenir politique suite à cette affaire qui prend de l'ampleur, notamment le dernier rapport de la CIA? Bien sûr, c'est très compliqué pour lui, surtout que c'est lui qui avait nommé la nouvelle patronne de la CIA, Gina Haspelberg. Et donc, il se trouve dans une position très, très compliquée, parce que maintenant, comme vous dites très justement, que le Congrès américain a changé est devenu une majorité des démocrates maintenant. Mais de toute façon, je pense que c'est autant démocrate que conservateur. Là, je crois qu'il y a une levée de bouclier contre Ben Salman aux États-Unis, et ça va être très très dur pour M. Trump de résister à la CIA. Je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais ça va être très difficile. Je pense qu'à un moment donné, il va être obligé de sacrifier Ben Salman d'une façon ou d'une autre. Comme vous le savez, madame, le Royaume du Maroc, c'est un pays qui est en plein expansion économique. Et récemment, il y a le premier TGV du monde Afrique et aussi arabe qui a eu lieu au Maroc. Il y a un grand mouvement économique dans ce royaume, et il y a des relations très étroites avec l'Union européenne. Et vous avez mené une délégation au Sahara sur l'accord entre l'accord Maroc-UE sur les produits provenant du Sahara. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, oui, j'ai mené cette mission avec deux autres députés européens, une membre du groupe des Verts et une membre du groupe, ce qu'on appelle EFDD, Madame Tiziana Beghin. Ça a été une mission très, très fructueuse. Nous avons été dans le sud, dans les provinces du sud, ce qu'on appelle les provinces du sud, à Dakhla et à Laayoune. Et bon, c'est vrai qu'on a pu constater un développement économique je dois dire, tout à fait impressionnant. Et je crois que les trois députés qui étaient là ont tout à fait été impressionnés également, notamment sur le développement environnemental, sur le développement même social. Bon, j'ai constaté que ça bénéficiait aux populations locales. Je pense qu'on peut jamais balayer d'un revers de main quand il y a un développement économique aussi important. Et je pense que c'est tout à l'honneur du Maroc. Bon, maintenant, vous savez bien que tout le problème du Sahara occidental, ça
ça va pas être résolu par le Parlement européen. Oui. Ça va être résolu par M. Koller. Voilà, par M. Koller. Le 4, il a une première réunion, l'envoyé spécial des Nations Unies. Il a une première réunion le 4 décembre à Genève, où seront réunis autour de la table les Marocains, les Algériens, le Polisario et les Mauritaniens. D'accord. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on a une échéance à partir du 4 décembre. Et ce qui est très important de noter aussi, c'est que la MINURSO, la fin de la MINURSO, du mandat de la MINURSO, ça se termine le 31 avril. Donc, si vous voulez, il va être urgent de trouver une solution qui satisfasse toutes les parties avant le 31 avril. Donc, c'était la première fois qu'il y a une rencontre, voilà, donc inclut le Front Polisario. D'après beaucoup de monde, ils disent, je parle des Sahraouis, qui se trouvent à l'intérieur du sol marocain, et on a vu récemment une grande sortie d'un président d'une rue, la région du Sud, complètement le Sud marocain, qui a dit, nous aussi, nous représentons une part assez importante de Sahraouis qui vivent à l'intérieur de ce territoire et nous avons besoin de nous donner notre point de vue aux côtés de ce Polisario qui se trouve à l'extérieur de ce Sahara. Que représente pour vous une façon de voir les choses jusqu'à maintenant? Écoutez, pour être très franc, je n'ai pas été de l'autre côté du mur. Je n'ai été que dans les provinces qui étaient sous autonomie, autonomes du Maroc. Je n'ai pas été dans les camps de Tindouf, je n'ai pas été, mais encore une fois, je fais confiance aux Nations Unies pour essayer de régler ce problème de la meilleure façon qui soit. Il suffit pas de faire des gens frustrés. Mais écoutez, le développement économique, c'est la base de tout. C'est comme ça que vous créez des emplois, c'est comme ça que... C'est la base de tout. Donc pour l'instant, ce qui a été fait, c'est un développement économique invraisemblable, inouï. Et si ce développement économique pouvait continuer de l'autre côté, et si ça pouvait être pour le bien des populations locales, ce que j'ai constaté, moi, dans la partie que j'ai visitée de Sahara occidental, c'est pour le bénéfice de tout le monde. Alors après, il y a le problème du consentement des populations, mais vous savez, quand vous avez du travail et que vous pouvez bénéficier du revenu du développement économique, en général, les populations sont contentes. Alors maintenant, on va voir une fois encore, j'ai pas envie de me mettre à la place de l'envoyé spécial des Nations Unies qui fait un travail formidable, je pense, et je lui fais assez confiance pour trouver une solution sur ce dossier qui convienne à toutes les parties. Écoutez, c'est l'espoir de tout le monde parce qu'il est temps qu'on passe à autre chose parce que de l'ampleur de cette affaire avec la durée 40 ans. Voilà, exactement, 40 ans, ça fait énorme et il est temps qu'il y ait une solution et notamment, j'ai une toute petite dernière question, ça rentre un petit peu la relation France-Maroc. Comment vous voyez, madame, cette relation France-Maroc avec l'arrivée du président Macron? Écoutez, je pense que la France et le Maroc ont toujours eu des bonnes relations. Et là, spécialement avec le président Macron, je crois que les relations se sont resserrées. Mais le Maroc est un acteur indispensable, pas uniquement pour la France, pour l'Europe. On a beaucoup de challenges en commun, si je puis dire, que ce soit les challenges migratoires, sécuritaires et même économiques. C'est pour ça qu'on essaye de résoudre ce problème des accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne. Est-ce qu'elle est réglée cette affaire une bonne fois pour toutes ou pas encore, madame? Non, ça va être. Nous allons avoir un vote très probablement début décembre, c'est-à-dire pratiquement la veille, je crois, du jour où M. Koller se réunit. Enfin, pour l'instant, nous avançons. Nous travaillons. Je sais que la Commission européenne travaille ardemment avec les Marocains pour essayer de trouver une solution, mais je suis assez optimiste. Parfait. Madame Patricia Lalonde, merci infiniment de cet éclairage, fort intéressant, et surtout d'avoir accepté notre invitation un dimanche pour nous en touche à titre personnel. Il faut préciser que Madame Patricia Lalonde, elle est députée européenne MoDem UDI, membre de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, secrétaire générale de l'ONG MEWA, et aussi elle est chercheuse à l'Institut Prospective Sécurité Europe. Merci infiniment, madame, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel.
Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.